Bonjour à tous, aujourd'hui on parle de produit vectoriel dans R3. Produit vectoriel de deux vecteurs de R3, c'est important de le souligner parce que le produit vectoriel est exclusif à R3. On va le noter comme ceci, U avec l'espèce de chapeau V, donc U produit vectoriel V. Cette notation-là est un peu marginale, si on veut, enfin, de notre côté de l'Atlantique, elle est un peu marginale, c'est plus la notation française. Si à l'examen ou en exercice, vous voulez le noter de la façon plus anglo-saxonne avec le X, donc X croix V, je pense même que c'est comme ça que vous avez vu ça dans vos cours de physique. Il n'y a pas de problème, j'accepte les deux notations. C'est juste que quand je vais faire ma présentation, je vais me conformer à ce qui est fait dans le livre. Donc, notez U produit vectoriel V et l'unique vecteur de R3 tel que, premièrement, le résultat du produit vectoriel est un vecteur donc orthogonal à U et V. La norme du produit vectoriel est égale au produit des composantes perpendiculaires. J'explique ça davantage dans un instant. Et troisième condition, la suite UV, produit vectoriel de U et V, est orientée positivement. Si un des vecteurs est nul, alors par définition, le produit scalaire donne le vecteur nul de R3. Donc, qu'est-ce que j'entends par produit des composantes perpendiculaires? J'ai un vecteur U, un vecteur V. Donc la norme du produit vectoriel, c'est le produit de A et B. Donc A ici, c'est la composante de V qui est perpendiculaire à U. On peut se demander, est-ce que cette notion-là a un sens, la notion de produit des composantes perpendiculaires? Autrement dit, si je regarde la composante de V qui est perpendiculaire à U, est-ce que ça donne la même chose que si je regarde la composante de U qui est perpendiculaire à V? Et donc, il s'avère que oui, puis on va démontrer ça. Donc, ce qu'on va faire, on va regarder les deux triangles rectangles qui sont là. Ce sont deux triangles rectangles qui ont un angle en commun, donc ils sont semblables. Fait qu'on va regarder le côté, donc par rapport à l'angle ici, le côté opposé sur hypoténuse. Non, en fait, c'est hypoténuse sur opposé, B sur C. On va regarder la même chose sur le plus petit triangle rectangle. Donc, hypoténuse D sur opposé A. Donc, B sur C est égal à D sur A, ce qui veut donc dire que AB est égal à CD. Maintenant, AB, c'est la norme du produit vectoriel de U et V, tandis que CD, c'est la norme du produit vectoriel de V avec U. Donc, effectivement, cette idée-là de produit des composantes perpendiculaires, c'est une idée qui a un sens. Une des propriétés du produit vectoriel, c'est que la norme du produit vectoriel donne l'aire du parallélogramme engendré. Donc, j'ai mes deux vecteurs UV. Donc, la norme du produit vectoriel, c'est le produit de A et B. Et il s'avère que B, bon, c'est la base du parallélogramme, A, c'est la hauteur. Donc, effectivement, base fois hauteur, c'est la formule qui nous donne l'aire du parallélogramme. Une autre propriété importante, c'est que la norme du produit vectoriel donne le produit des normes multiplié par le sinus de l'angle θ, où θ est le petit angle entre U et V. Maintenant, le sinus de θ, donc on va démontrer ça. Sinus de θ, c'est opposé sur hypoténuse, donc A sur norme de V. Tandis que petit b, ben, c'est la norme du vecteur U. Donc, je peux isoler la valeur de A, c'est la norme de V fois sinus de θ. On remplace A par norme de V sinus de θ et B par norme de U. Et puis, ça nous donne la conclusion à laquelle on voulait arriver. Ok, dans cette animation-là, on vous donne en bleu le résultat du produit vectoriel de U et V. Donc U est fixe, puis V tourne autour ici dans le plan horizontal. Donc on voit que quand les deux vecteurs sont parallèles, le produit vectoriel est le vecteur nul. Donc qu'il soit parallèle et de même sens ou parallèle et de sens opposé. La valeur maximale est atteinte quand l'angle est 90 ou moins 90 degrés. C'est là que le sinus est maximum. D'autres propriétés du produit vectoriel.
Le produit vectoriel n'est pas commutatif. Il n'est pas commutatif à cause de la dernière condition dans la définition. Il faut que la suite UV et le produit vectoriel, il faut que ce soit une suite orientée positivement. Et donc ça fait en sorte que le produit vectoriel n'est pas commutatif. On dit qu'il est anti-commutatif. Donc le produit vectoriel de U et V, c'est l'opposé du produit vectoriel de V et U. On a une espèce de phénomène d'associativité avec un scalaire K, donc je peux l'associer au premier facteur, au résultat du produit vectoriel ou au deuxième facteur. Le produit vectoriel se distribue sur la somme vectorielle, donc le produit vectoriel de U avec V plus W, c'est le produit vectoriel de U avec V plus le produit vectoriel de U avec W. Quatrième propriété, c'est la même que la troisième, mais bon, la somme vectorielle est à gauche plutôt qu'à droite. Et cinquième propriété, le produit vectoriel de I avec J donne K, de I avec K donne moins J, de J avec K donne I. Bon, il y a une façon de se servir, de se souvenir de la cinquième propriété à partir du diagramme suivant. Donc, cette espèce de diagramme-là, un peu cabalistique, contient toute l'information qu'il y avait dans la propriété numéro 5. Donc si je fais I fois J, donc ça me donne l'autre vecteur. Donc si j'en prends 2, ça me donne l'autre. Donc I fois J, ça me donne K. Maintenant, je respecte le sens de la flèche, et donc ça me donne plus K. Par contre, si je faisais J fois I, donc là, ce serait l'autre encore, ce serait K. Mais étant donné que j'irais à l'encontre du sens de la flèche, ben ça me donnerait moins K. De la même façon, si je fais J fois K, ben, ça me donne plus I. Si je fais I fois K, ben, ça me donne moins J. Donc ça, c'est un truc pour se souvenir des règles concernant le produit vectoriel des vecteurs de la base canonique dans R3. Ok, maintenant le théorème suivant nous donne une formule pour calculer le produit vectoriel de deux vecteurs dans R3, deux vecteurs qui seraient écrits dans la base canonique. La formule est celle-là, donc chacune des trois composantes est un déterminant 2 par 2. Il y a une façon de se souvenir de cette formule-là si on y pense comme le résultat d'un déterminant 3 par 3. Mais c'est un déterminant un peu spécial. Sur la première ligne, on a 3 vecteurs. Donc la composante en I, c'est le déterminant BCEF, effectivement, c'est le cas. La composante en J, c'est moins le déterminant ACDF. Et la composante en K, c'est le déterminant ABDE. Et donc, il faut savoir que ce déterminant-là, 3 par 3, c'est pas vraiment un déterminant, puisque sur la première ligne, il n'y a pas 3 scalaires, mais il y a 3 vecteurs. Mais c'est une notation qui est très pratique, et donc on se permet de l'utiliser. Ok, on va faire la preuve de ce théorème-là. Première chose à faire, c'est d'écrire le vecteur ABC comme une combinaison linéaire des vecteurs IJK. Même chose pour DEF. Ensuite, on va distribuer tout ça. Donc, j'ai 3 vecteurs ici, 3 vecteurs là. Si je distribue tout, ça va me faire 9 termes. Il y a 3 de ces 9 termes qui vont donner le vecteur nul. Ici, ce terme-là, parce que c'est deux vecteurs parallèles, même chose ici et même chose là, ce sont des vecteurs parallèles. Donc, je trouve le vecteur nul dans tous ces cas-là. Ensuite, il me reste à calculer ces produits vectoriels-là, I avec J qui donne K, I avec K qui me donne moins J, etc. Donc, mes 3 vecteurs nuls, K moins J. Donc, je vais rassembler tous les multiples du vecteur I. Donc ici, je vais avoir BF moins CE. Pour les multiples de J, je vais mettre en évidence un facteur moins. Donc je vais avoir AF moins CD. Et pour le vecteur K, je vais avoir AE moins BD. Donc AE moins BD. Ce qu'on obtient là, c'est le résultat du déterminant BCEF. Effectivement, B fois F moins C fois E. Ici, c'est le résultat du déterminant AF moins CD. Effectivement, c'est ça qu'on a là. Ici, c'est le résultat du déterminant ABDE. Effectivement, AE moins BD, c'est bien ce que j'ai. Et donc, ça termine la preuve. C'est un exemple. Donc, un exemple dans lequel on fait simplement effectuer le calcul.
Donc j'ai le vecteur 5, moins 2, 7 avec le vecteur moins 1, 0, 4. Donc 5, moins 2, 7 avec 1, moins 1, 0, 4. On met ça dans un déterminant 3 par 3. En passant, on voit parfois des étudiants qui écrivent le déterminant sans même écrire la première ligne avec les vecteurs I, J, K. Ça, c'est une erreur. Puis on pénalise ça, donc essayez de ne pas faire ça. Donc le vecteur I est associé au déterminant moins 2, 7, 0, 4. Donc quand je le calcule, je fais moins 8, moins 0, ça me donne moins 8. Ici, je vais avoir moins le déterminant 5, 7, moins 1, 4. Ce qui va nous donner 20, moins 7, 20 plus 7, 27, avec le facteur moins, donc moins 27. Finalement, le vecteur K est associé au déterminant 5, moins 2, moins 1, 0. 5, moins 2, moins 1, 0. On calcule ce déterminant-là, ce qui nous donne 0, moins 2, donc coefficient moins 2. On peut vérifier que ce qu'on a obtenu est orthogonal avec les deux vecteurs initiaux. Donc, on peut vérifier ça avec un produit scalaire. Donc, si je fais le produit scalaire de ça avec la réponse qu'on a trouvée, c'est censé me donner 0. Donc ici, 5 fois moins 8, moins 40, plus 57 et moins 14. Effectivement, ça fait bel et bien 0, donc c'est OK. Même principe ici. Ici, on va trouver plus 8, plus 0 et moins 8, qui me donne bel et bien 0. Donc effectivement, ce qu'on a trouvé là est orthogonal aux deux vecteurs initiaux. Essayons un exemple plus géométrique. Donc, j'ai un point P qui est ici. À ce point-là, il y a une caméra qui est positionnée au point de coordonnées 10, moins 5, 2. Et il vise le point Q. Le point Q, ici, j'ai une balle de baseball qui est située aux coordonnées 50, 35, 0. On cherche à trouver la visée. Donc la visée, c'est l'angle avec lequel, ça serait mon index, l'angle avec lequel pointe ma caméra. L'horizon X, ça serait mon majeur ici. C'est ça qui détermine si mon horizon est droit dans le cadrage de ma photo. Tandis que la verticale Z, ce serait mon pouce. Donc c'est ce qui suit quand je place ma visée et mon horizon. Ben, la verticale suit. OK, donc ça me donne une base x, y, z qui est une base orthonormale et orientée positivement. Donc, la première chose à faire, c'est de trouver y, la visée. Donc quand je vise de P vers Q, comme ceci, donc l'idée, c'est de prendre le vecteur PQ et de le diviser par sa norme pour le rendre unitaire. Donc je connais P, je connais Q, je peux faire la différence Q moins P pour trouver le vecteur PQ, le diviser par sa norme, et ça nous donne ce vecteur-là. Ça, c'est notre vecteur Y. Maintenant, une fois que j'ai Y, donc je peux m'interroger sur le vecteur X. Donc je peux essayer de trouver le vecteur X. Donc j'ai refait le dessin de mes trois vecteurs. Donc là, il faut imaginer qu'on place son œil dans le sens du vecteur X. Donc le vecteur X est réduit à un point. Fait que j'ai mes deux vecteurs Y et Z. Maintenant, à propos du vecteur X, je sais qu'il est horizontal. Donc il est perpendiculaire. Il est perpendiculaire non seulement au vecteur Z, mais le vecteur Z, je ne le connais pas. Donc si X, je rappelle qu'il est mon majeur ici, si mon X est horizontal, ça veut donc dire qu'il est perpendiculaire au vecteur K, le vecteur de composante 0, 0. Donc X est perpendiculaire à K, mais il est perpendiculaire à Y aussi. Donc ce que je peux faire, je peux faire le produit vectoriel de Y avec K, parce que je sais que X est perpendiculaire à Y et K. Donc je peux faire le produit vectoriel, puis le rendre unitaire en le divisant par sa norme. Et donc ça va me donner le vecteur X. Donc là, j'ai Y et X, il ne me reste plus qu'à trouver le vecteur Z. Donc pour trouver le vecteur Z, je peux tout simplement calculer le produit vectoriel entre X et Y. Donc il faut que ce soit fait dans cet ordre-là. X fois Y, parce qu'il faut que la base X, Y, Z soit orientée positivement. Donc Z, c'est X fois Y et non pas Y fois Y. Donc on trouve ça pour le vecteur Z.
Et donc c'est comme ça qu'on arrive à répondre à la question. Prochain exemple, on cherche l'aire du triangle dont les sommets sont donnés par le point A de coordonnées 1, 0, 0, B de coordonnées 0, 2, 0 et C de coordonnées 0, 0, 3. Donc j'ai mes 3 points A, B, C. Je cherche l'aire du triangle. C'est un triangle qui n'est pas dans R2, donc je ne pourrais pas utiliser un déterminant 2 par 2 ici. Il faut le faire avec un déterminant. Pas un déterminant, mais bien la norme de produit vectoriel. Ok, donc je me donne le vecteur AB, vecteur AC. Je vais calculer la moitié de la norme du produit vectoriel. Donc j'ai ce produit vectoriel-là à calculer. Ça me donne le vecteur 6, 3, 2. Je calcule sa norme, ce qui me donne 7. Et donc je trouve que l'aire du triangle est de 7,5. Petite remarque, deux vecteurs non nuls de R3 sont parallèles, ici et seulement si leur produit vectoriel est le vecteur nul. Donc, contrairement au produit scalaire, le produit scalaire, en quelque sorte, un produit scalaire nul, ça nous indique une perpendicularité ou une orthogonalité, tandis qu'un produit vectoriel qui donne le vecteur nul, ça nous indique un parallélisme. C'est un exemple, déterminer si les points A, B, C sont collinaires en utilisant le produit vectoriel. Donc l'idée, c'est de faire le produit vectoriel de AB avec AC. Donc on trouve AB à l'aide des composantes, des coordonnées de B, des coordonnées de A. Même chose pour AC. On calcule le produit vectoriel. Ça ne nous donne pas le vecteur nul. Donc ça nous indique que A, B, C ne sont pas collinaires. Ok, dernière notion qu'on appelle le produit mixte. Produit mixte de trois vecteurs de R3, c'est donné par cette opération-là. Remarquez que ça fonctionne, c'est-à-dire je peux faire le produit vectoriel. Ici, le résultat va être un vecteur, fait que je peux faire le produit scalaire entre un vecteur et un autre vecteur. Donc, le produit mixte, on l'appelle comme ça parce que c'est un mélange d'un produit vectoriel et d'un produit scalaire. Le produit mixte de trois vecteurs de R3, au fond, ça revient à un déterminant. Ça revient au déterminant des trois vecteurs U, V et W. Et le produit mixte aussi a une espèce d'associativité un peu étrange, une associativité dans laquelle, oui, quand je change les parenthèses là, ça va, mais je ne peux pas juste mettre les parenthèses ici, parce que le résultat ici est V scalaire avec W, ce serait un scalaire. Là, je ne pourrais pas faire le produit vectoriel de U avec un scalaire. Mais si je change les parenthèses, je peux aussi changer les opérations. Le produit vectoriel devient un produit scalaire et vice versa. Et puis, donc on va démontrer que tout ça est correct. Donc ici, j'ai le produit vectoriel d'abord, qui est donné par ces trois composantes-là, suivi du produit scalaire. Ok, donc je vais avoir W1 fois ce vecteur-là, moins W2 fois ce déterminant-là, plus W3 fois ce déterminant-là. Maintenant, ce que c'est ça, c'est comme si j'avais développé ce déterminant-là 3 par 3 selon la première ligne. Donc W1 fois U2, 3, V2, V3, ouais, moins W2 fois U1, U3, V1, V3. Effectivement, c'est ça que j'ai là. Et plus W3 fois U1, U2, V1, V2. C'est exactement ce que j'ai là. Donc ça ici, c'est pas tout à fait le déterminant que je cherche. C'est le déterminant WUV. Donc je peux permuter les deux premiers vecteurs, ce faisant, je change le signe. Ensuite, je permute les deux derniers vecteurs, et là, je trouve l'ordre que je voulais avoir, le déterminant UVW, c'est-à-dire ceci. OK, il me reste une dernière chose à faire. Donc, je développe ce déterminant-là suivant la première ligne. Donc, je vais avoir U1 moins U2 plus U3 avec les déterminants 2 par 2 associés. Maintenant, ces trois déterminants 2 par 2 là, c'est le produit vectoriel de V avec W. Donc, je mets ces trois composantes-là en évidence. Il me reste ceci, un vecteur de R3 formé de trois déterminants 2 par 2.
Puis il s'avère que ces trois déterminants-là, c'est le résultat du produit vectoriel de V et W.